Passons à l'histoire d'aujourd'hui. Le lieutenant Sophia Devo serrait son datapad, vérifiant mentalement les calculs d'approvisionnement alors que le vaisseau de transport traversait l'atmosphère turbulente de Traxas. 6 semaines après avoir terminé sa formation d'officier, elle transpirait déjà dans son uniforme immaculé, dans ce cercueil métallique. Les vétérans autour d'elle, des hommes et des femmes au visage sombre et au regard hanté, ignoraient complètement sa présence. Encore une mission politique, marmonna le caporal Vega sans prendre la peine de baisser la voix. Quelqu'un avait énervé le mauvais général. Sa compagne, une femme balafrée avec des galons de sergent, ricana. Les Bloodhounds ont toujours les missions de merde. C'est ce qui arrive quand on remet en question les ordres du fils à papa de l'amiral. DVO se concentra davantage sur son datapad, faisant semblant de ne pas écouter. Elle avait entendu les rumeurs sur le 121e bataillon des Bloodhounds, qui refusait de tirer sur des civils pendant le soulèvement de Proxima, embarrassant au passage certains chouchous du quartier général. Leur punition: être affecté à des missions de plus en plus dangereuses avec un soutien de plus en plus réduit. Elle jeta un coup d'œil par le hublot étroit et réprima un frisson. Une triple canopée de jungle s'étendait à l'infini, sous ses yeux, d'un vert émeraude et jade éclatant, cachant le paysage infernal qui l'attendait. Le briefing logistique avait été étrangement vague au sujet de l'écosystème de Traxas. Une faune et une flore hostiles ne semblaient guère suffisantes. Le capitaine Mercer, un officier buriné avec une prothèse à la main gauche, attrapa son regard à travers la soute. Son expression trahissait quelque chose qui ressemblait étrangement à de la pitié. « Première mission de combat, lieutenant » demanda-t-il, sa voix couvrant le rugissement des moteurs. « Non, monsieur, c'est ma première mission. » DVO se redressa. « Je suis juste ici pour gérer les chaînes d'approvisionnement et l'allocation des ressources. » Le rire de Mercer était dépourvu d'humour. « Nous combattons tous sur Traxas, lieutenant. » Les alarmes de proximité se mirent à hurler avant qu'elle n'ait le temps de répondre. Le vaisseau de transport tangua violemment, faisant tomber sa tablette de données sur le sol. « Armes à énergie !» cria le pilote dans l'intercom. Rien n'avait été mentionné lors du briefing. Le reste de ces mots se perdirent dans une explosion assourdissante. Le vaisseau entra en vrille, les lumières de secours baignant la soute d'une lumière rouge sang. Les soldats s'agrippèrent à leurs harnais. Le visage du capitaine Mercer était déformé par la rage plutôt que par la peur. « On s'est fait piéger », rugit-il, ces mots à peine audibles par-dessus le bruit du métal qui hurlait et du vent qui s'engouffrait par une brèche nouvellement formée. Il savait. Une autre explosion déchira la cabine, emportant avec elle les mots de Mercer et une partie importante de la coque. Dvocharness se brisa. Le vide soudain l'entraîna vers l'ouverture. Son esprit, formé à la logistique, calcula frénétiquement ses chances de survie alors même qu'elle tombait dans le vide. Vitesse d'entrée dans l'atmosphère, mortelle. Vitesse actuelle, décélération du vaisseau, peut-être survivable. Triple canopée de jungle en dessous, inconnue. Ses pensées étrangement calmes accompagnèrent sa descente. Son corps était ballotté par le feuillage épais qui fouettait et déchirait son uniforme. Un dernier impact lui fit perdre connaissance. Devo se réveilla suspendu la tête en bas, empêtré dans des branches aussi épaisses que son poignet. Son sang coulait le long de son visage, suivant la gravité, depuis une entaille au front jusqu'à la racine de ses cheveux. En dessous, c'était l'enfer. 3 vaisseaux de transport gisaient éparpillés dans une petite clairière. La tôle tordue brûlait encore malgré l'humidité. Des corps et du matériel jonchèrent le sol. Certains bougeaient, mais la plupart étaient immobiles. La puanteur d'une maison mortuaire, mélange de chair brûlée et de carburant, se mêlait à l'humidité végétale de la jungle. La logiste en elle s'activa automatiquement. Évaluer les ressources, calculer les chances de survie, établir les priorités. Elle tendit la main pour tester la résistance des lianes qui l'emprisonnaient, puis activa le petit couteau utilitaire attaché à son poignet, équipement standard rarement utilisé pour autre chose que d'ouvrir des rations. À présent, il, si traversant sa cheville droite,
probablement foulé mais pas cassé. Dvo boita vers le groupe de survivants le plus proche, sortant sa trousse médicale de sa ceinture. Son entraînement prit le dessus sur le choc. Elle établit les premiers soins et la chaîne de commandement. « Ah, madame !» dit un sergent grisonnant qui s'approchait. Du sang coulait d'un bandage enroulé à la hâte autour de son avant-bras. Son nom était inscrit sur son badge. Reyes. « Vous êtes l'officier le plus gradé maintenant. Ça peut pas. Possible. » Les mots sortirent automatiquement. « Le capitaine Ness est mort, madame. Le major Ellis et le colonel Ward aussi. La chaîne de commandement est rompue. Les ingénieurs recherchent des survivants, mais ça pas bon. Le DVR a été forcé, la panique monte. Respectez le protocole. Établissez un périmètre. Installez un centre de triage près de ces rochers. Une position défendable à l'ombre. Récupérez tout le matériel de communication. Nous devons contacter les vaisseaux de soutien. » Le sergent Reyes acquiesça, apparemment soulagé par sa décision malgré le tremblement de sa voix. « Déjà sur le coup, madame. 1 heure plus tard, le bilan sinistre était inévitable. 47 survivants sur un déploiement initial de 200. Le matériel de communication était détruit ou endommagé au-delà de toute réparation sur le terrain. Aucune réponse des navires de soutien orbitaux. Devo examina le matériel de survie qu'ils avaient réussi à récupérer, calculant la durée des provisions en fonction de variables incertaines. « Ils vont venir nous chercher, n'est-ce pas ?» demanda une jeune soldate qui aidait à inventorier les fournitures médicales. Son nom était Cooper, d'après l'étiquette collée sur son badge. Sa main tremblait légèrement. Le protocole standard est d'attendre 24 heures avant de lancer une opération de sauvetage, répondit DVR sans mentionner ce qu'ils savaient déjà tous les deux. Cette mission n'avait jamais été standard. Le sergent Reyes interrompit ses pensées en s'approchant avec un autre soldat qui tenait une civière de fortune. « Lieutenant, j'ai trouvé quelque chose que vous devriez voir. » Ils suivirent un sentier étroit, tracé à travers les broussailles, à 50 mètres du camp. Reyes désigna le sol humide. Des empreintes, pas humaines. DVR s'agenouilla malgré sa cheville douloureuse. Les empreintes étaient grandes, beaucoup plus grandes que celles d'un humain, avec une configuration distincte à 3 orteils. « Pas la faune locale, madame. » Pour la première fois, elle entendit une véritable peur dans la voix du sergent. « Des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire qui aiment chasser pour le trophée. Ils sont déjà à notre poursuite. » Ses mains se mirent à trembler. Elle avait entendu des histoires sur les Haïtiens lors des briefings à l'académie sur les espèces potentiellement hostiles. Des humanoïdes massifs qui chassaient les êtres intelligents pour le sport. Jusqu'à présent, il s'agissait de menaces théoriques, pas d'empreintes et de boue. « Comment reconnaissez-vous leurs traces ?» demanda-t-elle en luttant pour garder une voix calme. L'expression de Ria s'assombrit. « Je dois leur consacrer la moitié de mon escouade sur Primanova. Ils n'étaient pas officiellement là non plus. » La tombée de la nuit transforma la jungle en une symphonie de sons extraterrestres. Des cris stridents et hurlants montaient et descendaient sans rythme. Les survivants se blottissaient autour de petits radiateurs chimiques. Des lumières puissantes éclairaient leur périmètre défensif. « Pas de feu », avait insisté Reyes. Le feu attirait les prédateurs, tant animaux que Issians. DVO était assise à l'écart, étudiant des manuels tactiques sur son tablette partiellement fonctionnelle. Les procédures opérationnelles standards pour un atterrissage sur une planète hostile semblaient ridiculement inadéquates. Établir la communication avec le soutien orbital. Équipement supposé fonctionnel. Localiser les points d'extraction. Cartes et aides à la navigation supposée précise. « J'ai pensé que vous voudriez peut-être ça, monsieur. » Le soldat Cooper s'approcha en lui tendant un paquet de rations. La jeune femme ne devait pas avoir plus de 22 ans, avec un visage doux qui ne correspondait pas du tout à la situation dans laquelle il se trouvait. C'est le goût le moins mauvais. « Merci. » Devao accepta le paquet. « Vous faites aussi partie du personnel administratif ?»« À nous. Non. Je ne suis pas en première ligne. » Cooper acquiesça en s'asseyant à proximité. « Maintenance des systèmes de données. »
C'est ma première mission. Un rire amer lui échappa. J'ai tiré la courte paille, j'imagine. Que voulez-vous dire? Cooper jeta un coup d'œil autour d'elle avant de baisser la voix. La 121e a remis en question les ordres pendant l'opération Proxima, ce qui a embarrassé le général Kazan, vous savez, le gendre du président. Cette mission a été conçue pour mettre fin à notre carrière, voire nous coûter la vie au pire. La confirmation de ce qu'elle soupçonnait retourna l'estomac de Devo, une vengeance politique à peine déguisée en nécessité militaire. Elle avait été une victime collatérale, au mauvais endroit, au mauvais moment. Lisa a essayé de dormir, dit-elle en évitant d'approfondir la discussion. Demain, nous trouverons un point d'extraction. Le sommeil ne vint jamais. Devo fixait l'obscurité, écoutant la jungle extraterrestre et laisse le gémissement occasionnel des soldats blessés. Qu'est-ce qu'il a qualifié pour diriger ces gens? 6 semaines de formation d'officiers, axée sur la logistique, pas sur le commandement au combat. Elle n'avait jamais tiré avec une armène dehors des cours obligatoires pour obtenir son certificat. Le syndrome de l'imposteur l'écrasait plus lourdement que l'air humide. Ces gens allaient mourir parce qu'Hélène savait pas comment les sauver. À l'aube, on constata que 3 soldats manquaient à l'appel. DVR organisa équipe de recherche, essayant de projeter une confiance qu'elle ne ressentait pas. Le sergent Reyes dirigeait l'un d'eux. Elle accompagnait l'autre en boitant, sa cheville douloureuse. Ils trouvèrent les hommes disparus pendus l'envers à 20 mètres du sol, écorchés et démembrés. Leur colonne vertébrale avait été retirée avec une précision chirurgicale. Les vétérans étaient horrifiés et juraient. Cooper se détourna, les épaules secouées de sanglots. Le DVO s'activa dans son esprit, convertissant instinctivement la scène en données, en calcul de survie. 3 membres du personnel avaient été perdus. Le comportement de prise de trophée confirmé. Des techniques de chasse sophistiquées indiquaient que la probabilité d'extraction avant de nouvelles pertes était faible. Elle garda son sang-froid et ordonna que les corps soient découpés et ramenés au camp pour être enterrés dignement. À l'intérieur, un cri monta derrière son sternum, menaçant de jaillir. Quand ils revinrent, elle s'excusait et se cacha derrière les restes d'un vaisseau de transport. Invisible à ses troupes, elle s'effondra. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Ses épaules tremblaient de sanglots étouffés. Ce n'est pas plus facile. La voix du sergent Réa la fit sursauter. Il l'avait suivie, avait été témoin de son moment de faiblesse. Mais vous avez appris à porter ce fardeau. DVR essuya son visage, sa gêne aggravant son désarroi. Je ne suis pas qualifié pour cela. Je suis officier logistique. Avec tout le respect que je vous dois, madame, cela n'a plus d'importance. La voix de Reyes ne portait aucun jugement. Ces gens ont besoin d'un leader prêt à faire des choix impossibles, sinon nous mourrons tous comme ces 3-là. Les titres et la formation signifient rien sur Draxis. Elle redressa son uniforme taché de sang et prit une profonde inspiration. Informez-moi des tactiques de vacances, tout ce que vous savez. Le bataillon se déplaça vers le nord en suivant une rivière vers les coordonnées que Ray avait identifiées comme un point d'extraction possible à partir des données de navigation récupérées. Le DVO établit des positions de garde tournantes, plaça ses quelques vétérans de combat de manière stratégique tout au long de la colonne Etenta, de projeter une confiance qu'elle n'avait pas. Au 3e jour de leur marche, Selaz produisit. La jungle s'embrasa de tirs de plasma provenant de toutes les directions. Des cris retentirent dans les airs alors que l'énergie surchauffée déchirait la chair humaine. « Contact à droite !» cria un caporal avant que sa tête n'explose en une gerbe de sang et d'os. « Mettez-vous à couvert !» ordonna le DVO en se jetant derrière un énorme tronc d'arbre. Des silhouettes se déplaçaient dans les broussailles, de grandes formes musclées, recouvertes d'un camouflage ondulant qui s'adaptait à leur environnement. Elle aperçut des mâchoires semblables à des mandibules et des marques bioluminescentes sur des fronts ridés. Un guerrier assien apparut, à 10 mètres, son armure brillant sous son camouflage adaptatif. Il visa un soldat blessé qui tentait de ramper pour se mettre à l'abri. Sans réfléchir, DVO leva le fusil à impulsion qu'elle avait récupéré et tira.
Le rayon d'énergie atteignit l'extraterrestre à la gorge, brisant sa carapace protection. Du sang phosphorescent gicla dans toutes les directions tandis que la silhouette massive s'effondrait. 5 soldats moururent avant de pouvoir organiser une défense efficace. Reyes organisa une retraite combattante attirant les Écassiens dans une partie plus étroite de la jungle où leur supériorité numérique leur était moins favorable. Drow se retrouva séparé du groupe principal, le sang et la sueur lui piquant les yeux. Ses mains et son visage étaient recouverts d'une substance chaude et visqueuse. Le sang luminescent des Écassiens qu'elle avait tués dégageait une légère odeur sucrée, comme celle des fruits trop mûrs. Elle rejoignit les autres dans une position défendable le long de la rive. L'adrénaline retomba, laissant ses mains trembler de manière incontrôlable. Elle avait tué un être sensible. Le terme technique « contact hostile » ne pouvait atténuer le poids de cette réalité. « Vous avez bien fait, lieutenant », dit Rehea en vérifiant qu'elle n'était pas blessée. « La première mise à mort est toujours la plus difficile. » Elle n'était pas sûre de vouloir que cela devienne plus facile. À l'approche du crépuscule, Dvo remarqua quelque chose d'étrange le long de leur chemin de retraite. Là où le sang des Hassians s'était mêlé à celui des victimes humaines, un champignon rougeâtre poussait à un rythme effréné. Elle le montra au docteur Quan, leur officier médical survivant. « Je n'ai jamais rien vu de tel », dit Quan en s'agenouillant pour examiner la crescence. « La vitesse de croissance est incroyable. » À la tombée de la nuit, les taches fongiques s'étaient étendues pour former un nuage rougeâtre semblable à une brume qui se déplaçait au gré du vent. Alors qu'ils observaient de loin, un prédateur indigène ressemblant à un jaguar à 6 pattes s'approcha de la brume. La substance brumeuse enveloppa la créature, dont les cris de douleur s'interrompirent brusquement. Le matin, ils ne trouvèrent qu'Edzos. « Cela semble être indigène », expliqua le docteur Quan 2 jours plus tard en examinant des échantillons du champignon dans leur campement de fortune. Mais il se comporta aucun organisme connu. Il consomme des protéines spécifiques dans les tissus vivants, mais s'il fait preuve d'une sélectivité remarquable. Il laisse les tissus humains pratiquement intacts toutes en consommant voracement les autres organismes présents ici. Pourrions-nous l'utiliser? La question émergea des lèvres de Dvo avant qu'elle n'ait pleinement compris les implications d'une telle mesure défensive. L'expression de Quan trahissait son choc. « Lieutenant, nous n'avons aucune idée du fonctionnement de cet organisme ni de ses effets à long terme. Je déconseille fortement toute intraction. Quelle est notre alternative? » Dvo fit un geste vers leur périmètre réduit. « Nous sommes pourchassés. Nos provisions diminuent. Notre extraction est incertaine, dans le meilleur des cas. » Ce soir-là, elle prit sa première décision moralement discutable en tant que commandante. Ils s'allaient prélever du sang dans leurs repères pour cultiver le champignon comme mesure défensive autour de leur campement. « C'est une erreur », avertit Quan alors qu'ils placèrent des récipients contenant le mélange de sang à des points stratégiques. « Nous ne comprenons pas à quoi nous avons affaire. »« Je sais. » Dvo regarda les premières volutes de brume rougeâtre s'élever du mélange, mais il n'avait plus d'option. Cette nuit-là, elle rêva qu'elle chassait des humains dans une jungle dense. Elle ressentit le frisson de la poursuite, la satisfaction d'une mise à mort propre. Elle vit son propre visage à travers des yeux étrangers, effrayés, déterminés, marqués pour la mort. Elle se réveilla en haletant, la peau brûlante à l'endroit où le sang de Héacian l'avait éclaboussée 2 semaines plus tôt. Dans la faible lumière de l'aube, elle examina son bras. Des excroissances ressemblant à des veines étaient apparues sous sa peau, faibles mais indéniables. Elle dessinait des motifs délicats le long de son avant-bras, comme des schémas de circuits imprimés écrits dans des tissus vivants. Le Dr. Quan confirma ses craintes. Des spores fongiques dans votre circulation sanguine. Elles modifient subtilement votre ADN. Pouvez-vous les éliminer? Pas avec nos ressources actuelles. Son expression était grave. De tels changements semblent accélérés lorsque vous éprouvez des émotions fortes, en particulier la colère ou la peur. Je vous recommande d'essayer de rester calme. Calme.
alors qu'elle était près de la rivière, loin des regards inquiets de ses troupes. L'eau était teintée de rouget, emportait en aval des traces de l'étrange champignon. Elle s'accroupit et observa son reflet dans une mare calme. Son visage semblait identique, mais quelque chose avait changé dans son regard. Une dureté, certes, mais aussi quelque chose d'étrange qui se cachait au fond de ses yeux. Les sergents lieutenant Reyes s'approcha en faisant délibérément du bruit pour ne pas l'effrayer. Il avait pris cette habitude après la première semaine, lorsqu'ils avaient tous compris à quel point la surprise pouvait être dangereuse dans cet environnement. « Les hommes posent des questions », dit-il en s'accroupissant à côté d'elle. « À propos de la chose qui pousse autour du camp, à propos de ton état. »« Que leur dis-tu » demanda Rehea en se recroquevillant. « La vérité. Pour l'instant, nous ne savons pas ce que c'est, mais cela tient les chasseurs à distance mieux que nos armes. » Dvo traça les motifs sur son avant-bras, désormais visible sans effort. « Et ça, qu'est-ce que je suis censé leur dire? Rien. » Son visage balafré reste impassible. « Ce sont les résultats qui comptent en enfer, lieutenant. Passe les apparences. » Elle lui lança un regard noir. « Ça ne te dérange pas? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai vu des hommes perdre des membres, perdre la raison, perdre leur âme au combat. » Reyes ramassa une pierre et la fit rebondir sur l'eau. « Tant que vous nous maintenez en vie, elle pourrait se faire pousser des tentacules. Je m'en fiche. » Son pragmatisme était étrangement réconfortant. Deve acquiesça en se levant. « Augmentons le primitif, le brouillard. Il forme une barrière, rendons-la plus solide. »« Oui, madame. » Reyes hésita. « Juste une chose. Certains des hommes, ceux qui ont manipulé le échantillon, qui ont aidé Quan, montrent aussi des signes. De petits motifs comme les vôtres au début. Les implications la firent frissonner. Était-elle le patient zéro d'une épidémie, ou s'agissait-il d'une évolution, l'humanité s'adaptant à Traxis grâce à une relation symbiotique avec la vie indigène? Du monétisme, ordonna-t-elle. Tout changement de comportement, tout changement physique au-delà des marques, je veux le savoir immédiatement. Elle retourna au camp, l'esprit en ébullition. Si le champignon se propageait dans le bataillon, ils pourraient tous devenir des vecteurs de ce qu'était réellement cet organisme. Mais pour l'instant, il les maintenait en vie, et la survie primait sur tout le reste. Après 2 semaines d'épreuves, le bataillon, encore plus réduit, avait établi une position défendable autour de la brume rouge cultivée. Le champignon réagissait à la proximité en tourbillonnant plus activement lorsque les Haïtiens s'approchaient. 3 groupes de chasseurs s'étaient déjà retirés après avoir perdu des hommes à cause du brouillard corrosif. Les cauchemars de DVO s'intensifiaient. Chaque nuit, elle revivait souvenirs de chasse. Elle ne se contentait pas d'observer, elle ressentait la satisfaction d'avoir récolté des trophées, gagné un statut et gagné le respect grâce à des proies dignes d'elle. Les excroissances fongiques sous sa pose propageaient progressivement, créant des motifs complexes sur ses bras et son torse. Le sergent Reyes mena une mission de sauvetage vers un autre site de crash et revint avec des provisions cruciales, mais avec 4 soldats de moins. Il signala une activité accrue à l'est d'ici. Des preuves d'un campement important à environ 2 kilomètres, qui se rassemblaient pour quelque chose. Cette nuit-là, DVO ne se réveilla pas seulement, s'est réveillée en sursaut. Elle a repris conscience. Un courant bioélectrique parcourant ses membres. Ses yeux se sont ouverts, l'obscurité familière de la canopée de la jungle remplacée par un spectre infrarouge vacillant et prédateur. Le monde était peint de fantômes de chaleur. Et un fantôme plus brillant, plus grand, avec une intention meurtrière, avançait dans un silence glacial à l'intérieur de leur périmètre, un assassin haïtien. Son camouflage rendu inutile par sa vision altérée, il s'approchait de la tente la plus proche, sa silhouette rayonnant d'une hostilité concentrée. Il n'y avait plus de pensée, seulement son instinct amplifié par la symbiose extraterrestre qui bourdonnait sous sa peau. Son fusil à impulsion était entre ses mains savantes, même qu'elle n'ait pris conscience de sa décision.
Ses muscles se contractèrent, imprégnés d'une puissance qui lui semblait à la fois étrangère et terriblement innée. Elle explosa de sa position, parcourant la distance comme un projectile lancé. Le sol se brouilla sous ses pieds. Elle écrasa sur la position ennemie avec la force d'une collision de navette. L'impact résonna d'un craquement écœurant de kitanette, le bruit sourd de son corps augmenté contre les muscles étrangers. L'assassin, clairement surpris par sa vitesse et sa détection, réagit instantanément. Des griffes acérées comme des rasoirs, prolongement de son armure avant-bras, brillèrent dans la pénombre, arrachant des étincelles de son blindage. Ses mâchoires en forme de mandibulès refermèrent à quelques centimètres de son visage, émettant un sifflement guttural. Le combat ne fut pas bref. Ce fut une éternité compressée de violence. Son fusil était inutile à cette distance, arraché de sa main alors qu'il luttait. L'occasion, qui faisait facilement 2 fois son poids, essayait de la maîtriser. Son immense force était destinée à broyer les os et à déchirer les organes. Mais le champignon rugissait en elle, fit face à sa force. Non seulement elle l'égala, mais elle la dépassa. Elle sentit la tension de l'alliant contre sa poigne. Elle entendit le craquement de son carpopus renforcé qui commençait à se déformer sous la pression qu'Hélène ne pouvait pas posséder. Kay tenta de l'empaler avec une lame de poignet, un morceau de métal affûté d'une longueur impressionnante. Elle se tordit avec une agilité impossible, la lame raclant sans danger sa plaque dorsale. Ses seins exacerbés lui criaient des avertissements. Le déplacement de son poids, la tension de ses muscles avant chaque coup. Elle enfonça son poing dans son torse, sentant les plaques d'armure se briser vers l'intérieur. Le souffle étouffé, chargé d'un liquide étrange réchappant de la créature. Immobilisant l'un de ses bras armés, elle enfonça son épaule dans sa gorge, le projetant arrière contre un tronc épais de la jungle. L'impact fit trembler le sol. Avant qu'il ne puisse se remettre, ses mains trouvèrent prises sur sa tête casquée. Le sang phosphorescent commença à suinter des fissures que les coups avaient créées. Avec une vague de puissance brute et inhumaine rugissant désormais dans ses veines, elle la tordit. Il y eut un dernier craquement humide qui résonna de manière anormale dans l'air humide. Le corps massif s'affaissa, sans vie. Une épaisse substance phosphorescente brillait faiblement dans l'obscurité et dégageait une odeur douceâtre et écœurante qui recouvrait ses mains et ses bras et éclaboussait son visage. C'était chaud et visqueux, et alors qu'elle se tenait, là, haletante, l'adrénaline se mêlant à l'étrange calme qui envahissait son corps, le sentiment revint pas seulement celui de l'accomplissement. C'était une vague de satisfaction sauvage, profonde et profondément perturbante, comme une faim enfin assouvie, comme un retour à un endroit qu'elle ne connaissait pas, mais que le champignon avait immédiatement reconnu. Cette mise à mort lui appartenait. La garde de nuit avait été témoin de son exploit impossible. Des murmuresses répandirent dans le camp au matin. Certains la regardaient avec crainte, d'autres avec quelque chose qui s'apparentait à de la révérence. Les changements progressent, dit le docteur Kwan en privé après l'avoir examiné. L'intégration fongique modifie votre structure cellulaire, améliorant certaines capacités, mais à un prix. Ce prix. Son regard croisa celui de Kwan. Ces modifications ne sont pas seulement physiques. Le réseau fongique semble interagir avec vos voies neuronales, seuls les rêves, les souvenirs ne sont pas les siens. Pouvez-vous inverser le processus? Pas ici. Peut-être pas du tout, hésita Kwan. C'est plus que cela. Le champignon réagit spécifiquement à vous maintenant. Avez-vous remarqué qu'elle avait... La brume formait des motifs lorsqu'elle s'approchait, tourbillonnant d'une manière qui ressemblait presque à un langage. Quand elle était calme et concentrée, elle pouvait le diriger pour former des barrières autour des zones vulnérables de leur périmètre. Quand elle était en colère, et elle était souvent en colère maintenant, il devenait agressif, recherchant toute forme de vie non humaine avec une efficacité effrayante. Dvao garda l'avertissement de Kwan pour elle-même, mais se confia au
Sergent Reyes, la personne la plus proche d'un ami dans cet enfer. Donc tu développes des avantages contre l'ennemi, dit-il pragmatiquement. Je n'ai les problèmes. Le problème, c'est que je suis en train de changer, répondit-elle en haussant les épaules et en vérifiant son arme. Nous changeons tous, lieutenant. Personne ne survit à la guerre sans devenir quelqu'un d'autre. Leur conversation fut interrompue par le soldat Cooper, qui était devenu leur spécialiste de communication de facto. « Lieutenant, nous avons intercepté quelque chose sur la technologie de récupération. Vous devez écouter ça. » La communication traduite était fragmentée, mais suffisamment claire. Le porteur de brume est apparu. Le général Thorak approche en personne, cible de grande valeur. L'audio était accompagné d'une image granuleuse capturée par leur capteur périphérique, montrant un Hassian plus grand que les autres avec une armure élaborée et de nombreuses scarifications sur la peau exposée. Ils observaient leur camp depuis loin. « Ils te traquent maintenant », dit Reyes à voix basse. « Pas seulement nous, vous. » Cette information aurait dû la terrifier. Au lieu de cela, un calme étrange s'empara de Dero. Les motifs fongiques sous sa peau pulsaient faiblement, presque comme dans un état d'anticipation. Leur première attaque proactive survint 3 jours plus tard. Utilisant la connexion de DVO, avec la brume comme couverture, ils tendirent une embuscade à une patrouille haïtienne, tuant 5 chasseurs sans subir aucune perte. La victoire remonta le moral des troupes, mais accentua sa transformation. Des taches rougeâtres apparurent sur sa peau. Ses yeux changeaient parfois de couleur lorsqu'elle était émotion, passant du brun à un ambre lumineux. D'autres fragments de ses souvenirs de vacances refirent surface. Les langues, les valeurs culturelles, les structures sociales fondées sur la chasse de proies dignes afin d'améliorer leur force. Elle commença à comprendre leur communication sans traduction. La thèse brume répondait plus fortement à ses ordres silencieux, mais elle avait besoin d'être nourrie avec le sang des victimes, humaines ou animales. Les changements ne passèrent pas inaperçus. Des divisions se formèrent au sein du bataillon. Certains soldats, menés par le sergent Reyes, considérèrent la transformation de DVO comme une évolution nécessaire à la survie. D'autres, dont le Dr Khan et le soldat Cooper, observèrent la situation avec une inquiétude croissante. Cooper s'approcha d'elle un soir alors qu'Elès tenait à la périphérie, communiquant avec la brume qui tourbillonnait autour d'elle comme un animal de compagnie affectueux. « Les hommes parlent, madame. » La voix de Cooper n'avait plus rien de sa timidité d'autrefois. « Certains disent que vous n'êtes plus tout à fait vous-même. » Me définir. La voix de Cooper Draw avait développé subtile, harmonique, une résonance qui n'était pas présente auparavant. La femme qui avait atterri ici aurait déjà fait tuer tout le monde. Peut-être que Cooper tenait bon, mais au moins elle était humaine. Ces mots auraient dû la blesser. Au lieu de cela, DeVoe se surprit à analyser cliniquement leur exactitude. L'humanité était-elle un avantage dans cet environnement où le champignon offrait un pouvoir, une perspicacité et des capacités dépassant les capacités humaines normales? L'évolution s'accompagnait toujours d'un sacrifice. L'humanité est surestimée sur Traxacis, répondit-elle finalement. Mais pas la loyauté. Es-tu loyal, Cooper? La menace tacite planait entre eux. Cooper battit en retraite, mais le mal était fait. La division avait été nommée. L'assaut haïtien majeur eut lieu à l'aube. Des centaines de chasseurs franchirent le périmètre simultanément, submergeant des sections de la barrière de brume grâce à leur nombre. Le bataillon se précipita vers des positions défensives, désespérément dépassées. DV sentit quelque chose changer en elle. Le stress et la rage s'entrechoquèrent. Les structures fongiques sous sa peau se tordaient de manière visible. Ce n'étaient non plus des motifs, mais de réseaux vivants actifs qui s'étendaient sur tout son corps. Sa voix changea complètement, développant des harmoniques qui affectaient le comportement de la brume lorsqu'elle criait des ordres. Elle attendit le combat avec une force et une agressivité inhumaines, se déplaçant plus vite qu'un humain non augmenté. La brume répondit à sa fureur en devenant une tempête qui dissolut les combattants ennemis quelques secondes. Heian hurla,
lorsque leur armure et leur chair se liquéfiaient au contact du nuage concentré de champignons. La victoire eut un prix. Plusieurs soldats humains furent accidentellement pris dans la frénésie de la brume lorsque Dvo perdit temporairement le contrôle. Elle sentit leur mort à travers le réseau fongique, leurs derniers instants de terreur alors que l'arme de leur propre commandant les consumait. Les conséquences créèrent un schisme irréparable. La moitié du bataillon survivant la considérait comme leur salut et l'acclamait en tant que porteuse de brume, le nom que les Haïtiens s'utilisaient dans leur communication. Les autres, menés par Cooper et Quan, ne prenaient plus la peine de cacher leur peur. « Nous ne pouvons pas rester avec vous », dit Cooper au nom des Denter. « Vous êtes en train de devenir l'un d'entre eux, ou pire encore. » DVO pouvait sentir leurs émotions à travers le spore fongique présente dans l'air. Peur, dégoût, détermination. Elles pouvaient contraindre leur loyauté si elles le voulaient. Le champignon offrait des méthodes, des options biochimiques pour garantir l'obéissance. La tentation l'attira dans tous les sens. Avec un effort considérable, elle résista. Prenez les provisions dont vous avez besoin. Allez vers le sud, en direction du point d'extraction secondaire. Cooper semblait surpris par son acquiescement. « Vous nous laissez partir? Je suis encore assez humaine pour ça, » répondit Dvo, même si ses mots sonnaient creux pour l'instant. 12 soldats partirent avec Cooper et Quan, 17 restèrent, avec Dvo et Reyes, beaucoup arborant de petites excroissances fongiques sur son corps suite à une exposition prolongée à la brume. Cette nuit-là, une communication directe arriva via leur technologie récupérée, un défi officiel selon le code de la chasse. Le message était adressé spécifiquement aux porteurs de la brume et signé par le général Thorak. « Nous avons déjà rencontré votre espèce dans un autre monde que nous avons abandonné. » Le message disait « La mort rouge n'est pas votre allié, mais votre marionnettiste. Vous ne contrôlez pas la brume. Vous êtes préparé pour en être le vecteur qui la propagera au-delà de Taxi. » Le message se terminait par un ultimatum. « Affrontez-moi dans un combat honorable ou regardez-moi éliminer systématiquement tous les humains de cette planète, en commençant par ceux qui se sont récemment séparés de votre protection. » DVO sentit un froid certain envahir son corps altéré. Le groupe de Cooper était déjà capturé ou mort. Le Roc avait observé, attendant cette opportunité stratégique. « C'est un piège, » dit Reya inutilement. « Bien sûr que oui, » répondit DVO en étudiant les coordonnées fournies pour le rendez-vous. « Mais c'est aussi une opportunité. » Avant qu'elle puisse développer, le docteur Quan trébucha dans le camp, ensanglanté, épuisé. Il avait échappé à l'embuscade et rattrapé le groupe de Cooper qui revenait en cercle à travers la jungle au péril de sa vie. « Ils sont tous morts, mais capturés, » haleta-t-il tandis qu'on soignait ses blessures. « Ils nous attendent. » Lorsqu'il fut suffisamment remis pour parler davantage, je lui communiquai une information cruciale. J'ai analysé les échantillons de champignons sans relâche. La transformation pourrait être réversible avec le bon composé chimique, qui pourrait potentiellement être synthétisé à partir d'enzymes spécifiques présentes dans le sang. Doe fut confronté à une décision cruciale. Accepter son évolution et se battre en tant que porteuse de la brume ou tout risquer pour un remède qui pourrait lui rendre son humanité. Le champignon sentait son indécision. Cette nuit-là, ses rêves furent plus vivants que jamais. Ce n'étaient pas des souvenirs cette fois-ci, mais une communication. La conscience fongique se révéla pleinement. Elle était ancienne. Un mécanisme de défense planétaire développé contre les Hécatiens il y a des générations. Elle choisissait des hôtes spécifiques pour propager ses spores hors du monde en utilisant les connaissances capturées sur la décation par transfert d'ADN afin d'améliorer ses stratégies. Les hôtes précédents avaient combattu la symbiose, mais l'acceptation de Dao avait créé une union plus parfaite. La brume lui offrait un pouvoir inimaginable si elle s'abandonnait complètement. Si elle le faisait, elle obtiendrait un pouvoir divin, une immortalité effective, une communion parfaite avec une forme de vie qui existait depuis des millions d'années. Tout ce qu'elle demandait en échange, c'était de quitter cette planète.
Au moment où The Rock avait défini un vecteur pour se propager dans toute la galaxie, Dawn se retrouva à nouveau transformé. Sa peau présentait désormais des structures fongiques visibles. Ses yeux s'étaient adaptés à plusieurs spectres lumineux et sa force et ses réflexes avaient dépassé les limites humaines. Elle donna au sergent Reyes des ordres d'urgence, notamment l'emplacement d'une balise de détresse en état de marche qu'elle avait découverte dans ses souvenirs aériens. « Si je ne suis pas de retour à la tombée de la nuit, partez sans moi. Mais nous ne vous abandonnerons pas. » Le lieutenant Reyes lui serra l'avant-bras, indifférent aux motifs fongiques qui pulsaient sous sa peau. « Quoique vous êtes toujours notre commandant. C'est un ordre, sergent. » Sa voix était désormais empreinte de ces étranges harmoniques. Quelqu'un doit avertir l'humanité de ce qui l'attend. La confrontation avec le général Treut lieu dans une immense clairière dominée par un vaisseau éatien. Le général attendait seul, sa silhouette imposante ornée de trophées et de cicatrices rituelles. Il ne portait aucune arme à projectiles, seulement des lames. Le combat à l'honneur, selon leur code. « Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas ?» dit-il dans sa propre langue que Dvao comprenait parfaitement désormais. « Ce que tu portes, en toi? Je comprends plus que tu ne le penses. » Deveo tourna lentement autour de la brume qui tourbillonnait autour de ses pieds comme un chien fidèle. « Votre espèce a déjà rencontré le champignon. Un autre monde. » La révélation frappa Deveo comme un coup physique. « Nous n'avons pas envahi. Nous avons été envoyés ici, utilisés. Oui. » Thorax sortit ses lames dentelées, des armes cérémonielles conçues pour tuer lentement. « Votre espèce vous a sacrifié. Ils savaient pour le champignon et vous ont envoyé comme appât, comme cobaye. La fureur monta en Dvao et la brume réagit instantanément en s'épaississant autour d'elle. Vous mentez. Je n'ai pas besoin de mentir à ma proie. » Thorax se mit en position d'attaque. « Je t'honore en te disant la vérité avant ta mort. Le champignon ne doit pas partir. Taxi. » La bataille fut brutale et viscérale. Tous deux améliorèrent de leur biologie d'origine. Ils se battirent à travers la clairière et dans le vaisseau. La connexion de Deveo avec la brume, lui, donnait des avantages. Des vrilles de brouillard corrosif attaquaient indépendamment, comme des membres supplémentaires. Ses siècles d'expérience au combat lui permettèrent de rester compétitif. Sa connaissance des capacités du champignon lui permettait d'anticiper et de contrer de nombreuses attaques. Les capacités du champignon lui permettaient d'anticiper et de contrer de nombreuses attaques. Au cours du combat, Deveo accéda à davantage de ses souvenirs grâce au contact de leur sang-jet, découvrit la peur la plus profonde des Asiens. Le champignon représentait une intelligence bien plus ancienne et plus patiente que la leur, qui utilisait les êtres vivants comme des pions-dents, une stratégie galactique s'étendant sur des millions d'années. Au cœur du vaisseau hertzien, la bataille atteignit son paroxysme. Dvao était en train de gagner physiquement. Son corps transformé régénérait les blessures qui auraient rendu sa forme humaine incapable de se battre. Mais mentalement, elle livrait un combat différent alors que la conscience fongique poussait pour obtenir le contrôle total, offrant le pouvoir en échange d'Essar Édition. Dans un moment de lucidité entre deux coups, elle comprit la vérité. Elite Thorax étaient tous deux manipulés. Le champignon avait orchestré leur conflit pour atteindre le vaisseau. Il l'avait utilisé comme véhicule, sachant que le général Icasien lancerait un défi qui lui ferait peur. Le vaisseau contenait une chambre forte remplie d'armes biologiques qui permettraient aux champignons de créer des spores spécialisés capables d'infecter plusieurs espèces. Taxi avait servi de terrain d'essai, de laboratoire pour développer l'hôte parfait. L'humanité avait été choisie pour son adaptabilité et son ouverture à la symbiose. Avec un élan de volonté, Deveo résista au contrôle du champignon. « Je comprends maintenant », dit-elle à la Rochaine baissant ses armes. « Ni les humains ni les Yans ne sont la véritable menace. C'est le champignon, il prépare cela depuis des générations. » Le général haïtien, blessé à plusieurs endroits, reconnut sa lutte. « Vous savez ce qu'il faut faire alors. L'entrée du vaisseau peut être surchargée, créant un champ de purification qui détruira toute matière fongique dans un rayon considérable.
y compris ce qui existe en moi. La réalité virtuelle prit fin. La conscience fongique hurla dans son esprit, luttant pour le contrôle. Elle activa son communicateur de sauvetage et contacta le bataillon. Oui, évacuez immédiatement. Utilisez la balise de détresse. C'est un ordre. Elle transmettit les coordonnées, sachant que le temps était compté. Et vous, lieutenant? Sa voix grésillait à cause des interférences. Terminez la mission, sergent. Ramenez tout le monde à la maison. La conscience fongique la combattait brutalement de l'intérieur, tandis qu'elle et Thorax s'efforçaient de surcharger les moteurs. La douleur physique déchirait son corset, la torture psychologique assaillait son esprit. Elle découvrait toute l'étendue des plans du champignon, qui utilisait les humains comme vecteurs pour infecter les mondes centraux, puis manipulait une guerre interespèces pour se propager plus loin dans la galaxie. Alors que la séquence de surcharge des moteurs démarrait, Tra fut pris de violentes convulsions. Des excroissances fongiques jaillirent de son corps. Il avait été infecté pendant leur combat, mais il avait lutté avec sa discipline caractéristique. C'est elle, ordonna-t-il, du sang vert coulant de ses mandibules. Avertissez nos deux espèces de ce qui les attend sur Draxis. C'est ma dernière chasse. Il s'enferma dans la salle des moteurs pour s'assurer que la surcharge se termine. Embrassant une mort honorable, Dovo courut à travers le vaisseau, tandis que des excroissances fongiques jaillissaient des murs pour lui barrer le passage. La conscience en elle lui offrit une dernière tentation, une symbiose complète. Pendant un instant, elle hésita, ressentant la conscience collective du champignon, son intelligence ancestrale et sa froide patience. Avec un effort considérable, elle rejeta l'offre. « L'humanité n'est pas parfaite, » dit-elle à la conscience, « mais nous choisissons notre propre évolution. » Elle s'enfuit du vaisseau alors que les moteurs explosaient. La vague de purification se propagea, une sphère d'énergie qui désintégra la brume rouge partout où elle touchait. Dvo sentit les structures fongiques dans son corps brûler, lui causant une douleur atroce, mais aussi une grande clarté, alors que son esprit redevenait pleinement sien. La dernière chose qu'elle vit avant de perdre connaissance, ce fut la navette de secours qui s'élevait dans l'atmosphère de Traxas, emportant les survivants vers la sécurité. « Lieutenant DVO, vous m'entendez » La conscience lui revint lentement, douloureusement. DVO ouvrit les yeux et se retrouva dans une unité médicale de fortune. Les membres survivants du bataillon l'avaient trouvée inconsciente à la lisière du rayon de l'explosion, gravement blessée mais en vie. Le docteur Quan se pencha sur elle pour vérifier ses signes vitaux. La vague de purification semble avoir neutralisé le champignon actif, expliqua-t-il. Mais votre ADN a subi des altérations permanentes qui ne peuvent être inversées. Les motifs restent, mais ils sont inertes. Elle examina ses bras et constata que la structure fongique était toujours visible, mais qu'il ne s'agissait plus que de tissu cicatriciel sous sa peau, un réseau de fines lignes rouges. Les secours arrivèrent 3 jours plus tard. Un autre bataillon humain avait répondu à leur balise de détresse. Pendant l'évacuation, le sergent Reyes s'assura que toutes les données récupérées sur le champignon et les acaciens étaient en sécurité. Il lui confia en privé que c'était grâce à eux que le premier contact officiel avec l'espèce Hyatzian avait été établi. La vérité sur le champignon serait probablement classée secret défense. « Et le général qui nous a envoyés ici ?» demanda-t-elle. « Il a été démis de ses fonctions de scène, attendant les résultats de l'enquête. Il s'avère qu'envoyer la 121e en mission suicide sans information suffisante n'a pas été très bien vu une fois que cela a été rendu public. » Pendant sa convalescence à bord du vaisseau de sauvetage, Dvo examina les statistiques de survie. 23 soldats sur les 200 d'origine avaient réussi à rejoindre Axis. En faisant l'inventaire, elle découvrit que le Dörrer Quan avait conservé des échantillons du champignon neutralisé pour les étudier, contrairement à ses ordres directs. « Nous devons comprendre l'ennemi pour les prochaines rencontres », a-t-il répondu lorsqu'elle l'a confronté. Le champignon existe ailleurs dans la galaxie. L'humanité doit se préparer. Dvao a fixé les conteneurs d'échantillons, sentant un lien fantôme.
La révélation frappa Dévéo comme un coup physique. Nous n'avons pas envahi. Nous avons été envoyés ici, utilisés. Oui. Thorax sortit ses lames dentelées, des armes cérémonielles conçues pour tuer lentement. Votre espèce vous a sacrifié. Ils savaient, pour le champignon, et vous ont envoyé comme appât, comme cobaye. La fureur monta en Dvo, et la brume réagit instantanément en s'épaississant autour d'elle. Vous mentez. Je n'ai pas besoin de mentir à ma proie. Thorax se mit en position d'attaque. Je t'honore en te disant la vérité avant ta mort. Le champignon ne doit pas partir. Taxis. La bataille fut brutale et viscérale. Tous deux améliorèrent leur biologie d'origine. Ils se battirent à travers la clairière et dans le vaisseau. La connexion de Dévo avec la brume lui donnait des avantages. Des vrilles de brouillard corrosif attaquaient indépendamment, comme des membres supplémentaires. Ses siècles d'expérience au combat lui permettaient de rester compétitif. Sa connaissance des capacités du champignon lui permettait d'anticiper et de contrer de nombreuses attaques. Les capacités du champignon lui permettaient d'anticiper et de contrer de nombreuses attaques. Au cours du combat, Dévoa accéda à davantage de ses souvenirs grâce au contact de leur sang-jet, découvrit la peur la plus profonde des Hassiens. Le champignon représentait une intelligence bien plus ancienne et plus patiente que la leur, qui utilisait les êtres vivants comme des pions dans une stratégie galactique s'étendant sur des millions d'années. Au cœur du vaisseau hertzien, la bataille atteignit son paroxysme. Dvo était en train de gagner physiquement. Son corps transformé régénérait les blessures qui auraient rendu sa forme humaine incapable de se battre. Mais mentalement, elle livrait un combat différent alors que la conscience fongique poussait pour obtenir le contrôle total, offrant le pouvoir en échange des redditions. Dans un moment de lucidité entre deux coups, elle comprit la vérité. Elle et Thorax étaient tous deux manipulés. Le champignon avait orchestré leur conflit pour atteindre le vaisseau. Il l'avait utilisé comme véhicule, sachant que le général Icasien lancerait un défi qui lui ferait peur. Le vaisseau contenait une chambre forte remplie d'armes biologiques qui permettraient aux champignons de créer des spores spécialisés capables d'infecter plusieurs espèces. Taxi avait servi de terrain d'essai, de laboratoire pour développer l'hôte parfait. L'humanité avait été choisie pour son adaptabilité et son ouverture à la symbiose. Avec un élan de volonté, Dévéo résista au contrôle du champignon. « Je comprends maintenant », dit-elle à la Rochaine baissant ses armes. « Ni les humains, ni les Hyans ne sont la véritable menace. C'est le champignon. Il prépare cela depuis des générations. » Le général haïtien, blessé à plusieurs endroits, reconnut sa lutte. « Vous savez ce qu'il faut faire alors. L'entrée du vaisseau peut être surchargée, créant un champ de purification qui détruira toute matière fongique dans un rayon considérable, y compris ce qui existe en moi. » La réalité virtuelle prit fin. La conscience fongique hurla dans son esprit, luttant pour le contrôle. Elle activa son communicateur de sauvetage et contacta le bataillon. « Oui, évacuez immédiatement. Utilisez la balise de détresse. C'est un ordre. » Elle transmettit les coordonnées, sachant que le temps était compté. « Et vous, lieutenant ?» Sa voix grésillait à cause des interférences. « Terminez la mission, sergent. Ramenez tout le monde à la maison. » La conscience fongique la combattait brutalement de l'intérieur, tandis qu'elle et Thorax s'efforçaient de surcharger les moteurs. La douleur physique déchirait son corset, la torture psychologique assaillait son esprit. Elle découvrait toute l'étendue des plans du champignon qui utilisait les humains comme vecteurs pour infecter les mondes centraux, puis manipulait une guerre interespèce pour se propager plus loin dans la galaxie. Alors que la séquence de surcharge des moteurs démarrait, Tra fut pris de violentes convulsions. Des excroissances fongiques jaillirent de son corps. Il avait été infecté pendant leur combat, mais il avait lutté avec sa discipline caractéristique. « C'est elle !» ordonna-t-il du sang vert coulant de ses mandibules. « Avertissez nos deux espèces de ce qui les attend sur Draxis. C'est ma dernière chasse. » Il s'enferma dans la salle des moteurs pour s'assurer que la surcharge se termine. Embrassant une mort honorable,
Dvo courut à travers le vaisseau tandis que des excroissances fongiques jaillissaient des murs pour lui barrer le passage. La conscience en elle lui offrit une dernière tentation, une symbiose complète. Pendant un instant, elle hésita, ressentant la conscience collective du champignon, son intelligence ancestrale et sa froide patience. Avec un effort considérable, elle rejeta l'offre. « L'humanité n'est pas parfaite, dit-elle à la conscience, mais nous choisissons notre propre évolution. » Elle s'enfuit du vaisseau alors que les moteurs explosaient. La vague de purification se propagea, une sphère d'énergie qui désintégra la brume rouge partout où elle touchait. Dvo sentit les structures fongiques dans son corps brûler, lui causant une douleur atroce, mais aussi une grande clarté alors que son esprit redevenait pleinement sien. La dernière chose qu'elle vit avant de perdre connaissance, ce fut la navette de secours qui s'élevait dans l'atmosphère de Traxas, emportant les survivants vers la sécurité. « Lieutenant DVO, vous m'entendez ?» La conscience lui revint lentement, douloureusement. DVO ouvrit les yeux et se retrouva dans une unité médicale de fortune. Les membres survivants du bataillon l'avaient trouvée inconsciente à la lisière du rayon de l'explosion, gravement blessée mais en vie. Le docteur Quan se pencha sur elle pour vérifier ses signes vitaux. La vague de purification semble avoir neutralisé le champignon actif, expliqua-t-il. Mais votre ADN a subi des altérations permanentes qui ne peuvent être inversées. Les motifs restent, mais ils sont inertes. Elle examina ses bras et constata que la structure fongique était toujours visible, mais qu'il ne s'agissait plus que de tissus cicatriciels sous sa peau, un réseau de fines lignes rouges. Les secours arrivèrent 3 jours plus tard. Un autre bataillon humain avait répondu à leur balise de détresse. Pendant l'évacuation, le sergent Reyes s'assura que toutes les données récupérées sur le champignon et les acaciens étaient en sécurité. Il lui confia en privé que c'était grâce à eux que le premier contact officiel avec l'espèce Yatian avait été établi. La vérité sur le champignon serait probablement classée secret défense. « Et le général qui nous a envoyés ici ?» demanda-t-elle. « Il a été démis de ses fonctions N attendant les résultats de l'enquête. Il s'avère qu'envoyer la 121e en mission suicide sans information suffisante n'a pas été très bien vu une fois que cela a été rendu public. » Pendant sa convalescence à bord du vaisseau de sauvetage, Dvo examina les statistiques de survie. 23 soldats sur les 200 d'origine avaient réussi à rejoindre Axis. En faisant l'inventaire, elle découvrit que le Dr. Quan avait conservé des bois, échantillons du champignon neutralisé pour les étudier, contrairement à ses ordres directs. « Nous devons comprendre l'ennemi pour les prochaines rencontres, » a-t-il répondu lorsqu'elle l'a confronté. « Le champignon existe ailleurs dans la galaxie. L'humanité doit se préparer. » Dvo a fixé les conteneurs d'échantillons, sentant un lien fantôme.